M. Bahati Lukwebo aujourd'hui se retrouve dans la peau des opposants. Ah bon? Oui. Non, il a réfléchi. Hein? Et c'est très bien fait pour lui parce que il doit maintenant vivre ce que nous avons l'habitude de vivre tous les jours. C'est que M. Bahati Lukwebo a dit. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité dans toute son intégralité. C'est tout ce que nous avons toujours dénoncé. Nous l'avions toujours dit, moi personnellement. Je l'ai toujours dit qu'en République démocratique du Congo, il y a un problème de manque de volonté politique. Il y a un problème d'hommes. Il n'y a jamais eu un problème de texte. Parce que les textes, nous en avons. Les lois. Le 8 mars de chaque année, l'humanité célèbre la femme. C'est une journée universelle dédiée aux droits de la gente féminine. Voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir une femme politique. Mais avant d'être politique, c'est d'abord une femme. Elle s'appelle Dena Lukunku. Elle est la porte-parole du parti en vol. C'est un parti de l'opposition cher à messieurs Deli Sesanga. Madame Dena Lukunku, bienvenue. Bonjour Monsieur John. Vous savez que ça a toujours été un honneur pour moi de pouvoir avoir des échanges d'idées avec vous. Et je pense que nous allons passer des bons moments ensemble. Tout à fait. C'est 8 mars. 8 mars. Une question qui apparaît simple. En ce 8 mars, c'était hier dimanche. Votre constat? D'abord, comme la Saint-Valentin, je n'aime pas la journée du 8 mars. Je n'aime pas la Saint-Valentin. Oui. Le 14 février. De la même manière que je ne fête pas la Sainte... Oui. De la même manière que je ne fête pas la Saint-Valentin, je ne fête pas aussi le 8 mars. Mais faut-il parler fête? Le 8 mars, faut-il parler fête? Non, le 8 mars, nous ne pouvons pas parler de fête. Mais nous devons plutôt parler de la prise de conscience. Arrêtons de victimiser la femme. La femme n'a jamais été un être faible. C'est pas un sexe faible, non? Je pense que non, la femme n'a jamais été un sexe faible. Mais même moi, parce que quand vous voyez, je pose souvent la question. Oui, pourquoi parce que quand vous voyez, non, parce que vous voyez que ce soit la journée du 8 mars, que ce soit ces personnes qui ont sorti cette expression, au fait, c'est le patriarcat. Des gens qui ont voulu chosifier la femme, qui ont voulu mettre dans la conscience de la femme qu'elle n'est pas, la femme. Oui, qu'elle n'est pas un être aussi fort pour pouvoir assumer elle-même ses propres responsabilités. Et nous pensons que le 8 mars doit en principe être une journée de prise de conscience dans le cerveau de la femme et dire à cette femme-là qu'elle est au fait le moteur du secteur aujourd'hui informel. Depuis 1960 à ce jour, la femme, elle tient la maison. C'est la femme qui éduque la nation. C'est la femme qui met au monde. C'est la femme qui éduque les hommes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que cet être-là est faible. Non, 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 non. Aujourd'hui, la femme doit se dire, au lieu de se victimiser, qu'elle est aussi le pilier d'une nation. Et grâce à Dieu, nous voyons aujourd'hui que la femme commence à avoir cette prise de conscience-là pour se dire que la manière dont on l'a chosifié hier, qu'on lui disait que non, pour que tu aies une place dans la société, pour que tu sois porte-parole ou docteur, ou que tu sois ministre, ou que tu aies même des bons points à l'école et à l'université, il faudrait passer par le canapé. Donc tu n'as rien à faire à part vendre ton corps. Aujourd'hui, la femme comprend qu'elle peut aussi user de son cerveau pour apporter un plus à la nation. Et c'est de la même manière que vous voyez que nous, la génération d'aujourd'hui, nous nous levons pour dire à nos sœurs qu'il n'y a pas une autre personne à part nous-mêmes. À vos sœurs, vous voulez dire vos jeunes sœurs? Que ce soit nos jeunes sœurs, que ce soit ces femmes de notre génération ou d'avant, parce que vous voyez que en politique, prenons que cet exemple-là, il y a beaucoup de préjugés. Moi-même, j'en ai été victime. Pour la plupart, poser la question à mon mari, mais pourquoi est-ce que tu as laissé ta femme faire de la politique?
oui. Hein. Et lui, il a toujours répondu, je le salue, mon mari en passant, que la femme n'est pas un sous-homme. La femme a le droit de faire tout ce que l'homme fait. Et aujourd'hui, le fait qu'elle fasse de la politique ne fait pas d'elle une personne de faible moralité. Mais comme un homme, elle a aussi le droit de mettre ses mains dans la pâte pour l'avancement du pays. Quand vous parlez de la femme politique, vous êtes femme politique, c'est vrai. Et on parle parité, elle a été inscrite dans notre constitution. S'il faut évaluer plusieurs années après, la constitution a 20 ans, donc on peut dire 20 ans après, où en sommes-nous avec cette parité? Parce qu'aujourd'hui, il faudra reconnaître, pour la toute première fois, on a un chef de gouvernement femme. La parité 50-50, ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège, c'est constitutionnel. Et nous devons normaliser le fait qu'aujourd'hui, la femme doit avoir le poste qui lui convient le mieux. La femme aujourd'hui peut être chauffeur de poids lourd, aujourd'hui la femme peut être docteur, aujourd'hui la femme peut être wewa, aujourd'hui la femme mais on n'en voit pas beaucoup, tout faire. Mais on n'en voit pas beaucoup, c'est justement à cause de ces préjugés, et il y a des femmes qui osent aujourd'hui le faire. Femmes chauffeurs des taxis, voilà. On n'en voit pas aussi beaucoup. Hein. On n'en voit pas comme on n'en voit pas encore. On n'est pas dit on n'en voit pas. Et nous sommes sûrs que de la manière dont la femme aujourd'hui est en train de se réveiller, au fur et à mesure, au fil plutôt du temps, vous allez voir que les femmes qui prennent conscience vont se dire qu'elles peuvent le faire. Et déjà, ça a commencé à se faire. Parce qu'aujourd'hui, la femme doit savoir que le fait pour elle de pouvoir exercer des métiers qu'exercent aussi les hommes, le fait pour elle d'avoir le même salaire que les hommes, c'est au fait une normalité. Et les 50-50, aujourd'hui, c'est pas un privilège. Aujourd'hui, on parle de la dame première ministre, ouais. Et on parle de la masculinité positive. Oui, c'est encore un terme que je n'aime pas. C'est un terme que je n'aime pas. Une fois de plus, c'est un terme de pouvoir chosifier la femme. Donc là, c'est comme madame, pour dire que nous n'avons non seulement une première ministre, une ministre des Affaires étrangères qui aujourd'hui a mis tout le monde d'accord. Nous avons une gouverneure, la seule parmi les 26 provinces, et tant d'autres. Et tout ça, c'est sous le règne de Félix Tshisekedi. Mais pourquoi on doit parler de la masculinité positive? Non, mais... On ne doit pas parler de... je sais pas. Pour l'homme, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que pour la femme, on trouve un nom. C'est un homme genré. Pour la femme, on trouve un nom. On parle de la masculinité positive. Tout à fait. Mais parce qu'on parle des hommes qui sont ministres, pourquoi ne pas trouver un nom pour ces hommes qui sont ministres? C'est la raison pour laquelle je dis que c'est encore une fois chosifier la femme. Normalisons le fait que il peut y avoir de premiers ministres, il peut y avoir des ministres, il peut y avoir des DG, de la même manière qu'il peut y avoir des DG hommes, des docteurs hommes, des professeurs hommes. C'est comme en Finlande. En Finlande, au gouvernement, il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. En Finlande. Beaucoup dans les pays scandinaves. Là, le problème, c'est qu'en Afrique, oui, au fait, on n'est pas encore à ce niveau-là. De la même manière que l'on a toujours eu l'habitude de pouvoir chosifier la femme, de faire d'elle un être inférieur, c'est comme ça que pour la plupart d'hommes, il y a plusieurs qui n'acceptent pas l'autorité de la femme. Lorsque vous avez un chef, je ne sais pas si on peut le dire au féminin, une chef avec deux FE à la fin. Une chef. Vous voyez que la plupart des subalternes n'acceptent pas cette autorité de la femme. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faudrait normaliser le fait d'être chef homme et être chef femme. Et vous insistez sur la chosification de la femme. À maintes reprises, vous l'avez dit. Mais est-ce que ce n'est pas cette même femme qui se chosifie elle-même? Tenez, allez dans les réseaux sociaux, TikTok et tant d'autres. Nous avons beaucoup plus de femmes qu'on appelle aujourd'hui tiktokeuses. On a des femmes qu'on appelle influenceuses. Moi, je prends les femmes congolaises. Je prends les quinoises. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces réseaux sociaux? Si ce n'est pas s'exposer, il y en a qu'on voit la nudité surkilée. Il y en a qui sont là dans des injures, dans des insultes.
Mais finalement, c'est ça la femme congolaise que vous vous dites chosifiée? Là, si ce n'est le fait qu'elle-même se chosifie. Oui, d'abord, tout part par rapport au mental, par rapport aux préjugés, par rapport à la culture. Pour la plupart qui sont sur les TikTok, les réseaux sociaux, vous allez voir que ce sont... c'est pas la génération... Oui, c'est la génération, je peux dire, 90, 2000... Et ce sont des enfants qui sont nés dans ce bain où vous voyez qu'il y avait des musiciens qui s'habillaient correctement. Les enfants androïdes. Et qui prenaient des filles. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je vois que ça commence à s'améliorer. Qui prennent des filles, qui les mettent sur la scène. Des danseuses. Des danseuses qui sont à moitié nues. C'est la raison pour laquelle je parle de la chosification de la femme. Non, mais cette femme elle-même s'est chosifiée. J'ai l'impression qu'elle aime ça, elle adore ça. Non, elle aime s'exposer, elle aime mettre ses formes. Du mental. C'est la femme qui la veut. Je parle ici du mental. Mais c'est la femme qui la veut. Et c'est le patriarcat qui a mis ça en place. Lorsqu'on dit que yo danseuse au commis, enfin, tu entres dans un groupe. On dit, toi, tu ne chantes pas. Toi, ton rôle, c'est seulement de danser. On t'habille à moitié nu. Non, c'est parce que l'homme a décidé que c'est ce qu'elle savait faire. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu des femmes danseuses. On a eu des femmes chanteuses. À l'instar des déesses. Aujourd'hui, nous avons Cindy Lecoeur, de Koffi Olomide, qui chante. Mais si vous venez comme danseuse, mais on vous emploie comme danseuse, madame. Oui, mais que ce soit ces chanteuses, Et vous n'allez pas... La manière dont elle s'habillait... Vous n'allez pas danser habillée comme une nonne, madame. Non, mais je parle ici de ces chanteuses dont vous évoquez. Comment elles étaient habillées? Et qui les habillait? Les chanteuses? C'était des producteurs, c'était des réalisateurs. Ces gens qui disaient à ces femmes que vous devez être attirante et pour l'être, il faudrait que vous laissiez une partie de votre corps. Parce que vous êtes une fleur, c'est tout ce qu'on a toujours dit. La femme est une fleur, la femme doit attirer, mais c'est ça. Et qui a mis en place le showbiz? C'est encore le patriarcat. C'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui qu'il faut une conscientisation de la femme. Et aujourd'hui, la femme est en train de se réveiller. À toutes ces femmes qui sont tiktokeuses et tout ça, nous leur avons toujours dit qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, la femme doit se dire que c'est son cerveau. Mais madame, êtes-vous d'accord avec moi? C'est la femme elle-même qui aime exhiber ses formes. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon? Oui. Parce que la femme, je répète encore, c'est le patriarcat qui a tout mis en place. Non, mais ne voyez pas les on a dit à la femme, oui, on a dit à la femme qu'elle était une fleur. On a dit à la femme que pour attirer, elle devait laisser une partie de son corps au vieux et celui de tout le monde. On a dit à la femme que toute sa vie, c'est le mariage. Étudier ou pas, elle doit se préparer pour le mariage. On n'a jamais dit à la femme qu'elle devait étudier pour être quelqu'un dans la société. Et c'est par rapport à cette culture, par rapport à ces préjugés, par rapport à la mise en place de tout ce que le patriarcat a mis dans le plateau et a donné à la femme, c'est ce qu'elle met en pratique jusqu'à ce jour. Moi-même, je suis influenceuse, je peux le dire, parce que je suis sur TikTok, je fais des vidéos et tout ça. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que vous n'avez pas autant de vues que celles qui exhibent leurs courbes. Vous les remarquez? Oui, mais lorsque ces femmes exhibent leurs courbes, qui regarde? En tout cas, là, on ne sait pas dire qui regarde. Pour 90%, ce sont les hommes. Pas forcément. Parce qu'ils aiment les courbes. Ils aiment que la femme expose sa nudité. Ils aiment, et y compris les hauts dignitaires du pays. Lorsqu'on parle des partous, lorsqu'on parle de tout ça, ce sont les hommes qui... Vous ne pouvez pas interdire aux hommes de rincer l'œil, madame. C'est la raison pour laquelle nous disons que moi, personnellement, en tant qu'influenceuse, lorsque je passe sur TikTok, c'est pour éduquer la masse. Et aujourd'hui, la femme doit se dire qu'elle a de la valeur. Parce que depuis 1960, vous savez même qu'il y a dans d'autres tribus, je ne vais pas citer les noms de ces tribus, où il y avait des hommes qui épousaient plusieurs femmes. Ah oui. Pourquoi? Parce que ces hommes aimaient rester à la maison et c'était ces femmes qui allaient cueillir, qui allaient chasser, qui allaient faire de la pêche pour les hommes. Pour lui.
Et pourquoi disons-nous que la femme est un être faible? Moi, je pourrais aller même à l'extrême pour dire que c'est le contraire. La femme est plus forte que l'homme. Et aujourd'hui, la femme doit prendre conscience. Parce que la femme elle n'a pas du tout un sexe faible. Elle peut se réveiller le matin, elle apprête les enfants, elle finit d'apprêter les enfants, elle les dépose à l'école. Lorsqu'elle finit de les déposer à l'école, elle va elle-même travailler. Lorsqu'elle finit, elle doit revenir faire le marché, faire le repas pour son mari, faire son devoir. Elle est multitâche. Et tout ça. Elle est multitâche. Et à aucun moment, l'homme n'a le pouvoir de le faire. C'est la raison pour laquelle nous conscientisons la femme pour lui dire qu'elle a de la valeur. Aujourd'hui, dans le secteur informel, les hommes n'ont plus de rémunération adéquate pour pouvoir nourrir la famille ou nouer les deux bouts du mois. Vous voyez qu'il y a même ces mamans qui n'ont jamais été sur les bancs de l'école, qui sont devant leurs étalages, qui sont au marché et tout ça, et qui aident leur mari à pouvoir nouer les deux bouts du mois. Là, madame, il ne s'agit pas que de la femme intellectuelle, mais il s'agit aussi même de cette femme analphabète qui est forte. Vous savez, cette situation-là détruit beaucoup de ménages. Il y a un grand frère du quartier qui me disait, au monument si sur Fongolele Mombongo, sur Akikoteka, Yebare Arobandoteka Nyonso. Quand vous félicitez aujourd'hui, ce sont les femmes qui s'occupent des ménages. Mais ça donne lieu à la prostitution, madame. Savez-vous que la plupart de ces femmes-là qui vont au marché, qui vont dans des affaires, tout ça, mais il y a des sérieux problèmes dans leur ménage. Ça, au moins, vous le savez. J'ai connu aussi des femmes ménagères qui ne sortent pas, qui ont des grandes maisons avec tout, la sentinelle, le lavandier, le chauffeur et tout ça, qui ne vont pas travailler, mais que plus tard, il y a quand même un sextape qui sort où on dit que cette femme-là a couché avec la sentinelle, qui a couché avec le lavandier. Qui Où voulez-vous en venir? Je veux en venir en disant que la moralité de la femme ne dépend pas par le fait qu'elle puisse travailler ou pas. Et je réprime encore le fait pour l'homme de dire que ce qui va payer 6 mois, moi si, à Salana, à côté, pendant qu'on ne le dit pas pour l'homme, pendant qu'on ne le dit pas pour l'homme, on normalise le fait que l'homme puisse sortir, avoir 5 copines, 10 copines, 15 copines, et la femme, on dit que c'est la prostitution. Pourquoi ne dit-on pas que c'est de la prostitution aussi pour l'homme? Lorsqu'on parle de la parité 50-50, c'est ça. Et aujourd'hui, la femme, je ne veux pas normaliser le fait qu'une femme puisse aller faire de la prostitution. Nous l'avons toujours dit que ce sont des antivaleurs à ne pas encourager. Mais ce n'est pas une raison pour l'homme de refuser à ce que sa femme travaille par peur qu'elle puisse aller sortir avec d'autres femmes, ou bien d'autres hommes. Parce que pour la plupart aussi, vous voyez, oui, elle est avec ses copines et tout ça, mais voilà, tout est possible. Non, sortir vraiment, sortir au sens figuré. De nos jours, tout est possible. De nos jours, tout est possible. Ouais. Mais disons-nous que le fait de pouvoir laisser la femme travailler, le fait de pouvoir laisser la femme s'épanouir, ce n'est pas la laisser à la prostitution, parce que une femme, lorsque dans son cerveau, elle est habituée à ça, elle est habituée à ne pas être à l'aise avec un seul homme, qu'elle travaille, qu'elle ne travaille pas, qu'elle soit ménagère ou quoi, elle le fera. Donc moi je pense que ce n'est pas une raison de refuser à la femme de pouvoir travailler. Ne pas refuser, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus l'exposer. C'est beaucoup plus l'exposer. Savez-vous que la femme cède facilement à la tentation? Et l'homme? Aujourd'hui, elle peut dire non, de maintenant, mais pour la troisième fois, et l'homme? Non, l'homme peut résister. L'homme peut résister? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Contrairement à ce que vous dites, moi je sais que la femme, lorsqu'elle aime profondément son époux, même pas son époux, lorsqu'elle aime profondément son fiancé ou son copain, elle ne peut pas aller voir ailleurs. En tout cas, ces femmes-là sont de plus en plus parissimes. Bon, là, c'est par rapport aux mœurs d'aujourd'hui, c'est par rapport aux antivaleurs, c'est par rapport à ce que nos enfants voient à la télé, c'est par rapport à ce que nous montrons aux enfants avec les Canal Plus et tout ceci, à la modernisation et tout ça. L'Internet. Mais, quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas
vivre dans le passé. Il faudrait se dire qu'aujourd'hui, la femme a le même droit, au même titre que l'homme, de pouvoir travailler et de pouvoir s'épanouir comme tout le monde. Parce que c'est un être humain à part entière et elle a vraiment ce droit-là de pouvoir s'épanouir. C'était donc Madame Dena Lukunku, je l'ai dit, avant d'être politique, c'est d'abord et avant tout une femme, une mère, une épouse, n'est-ce pas? Exactement. Alors, prenons maintenant la facette Dena Lukunku politique, porte-parole de en vol. Sinon, les partis en vol, de moins en moins en vogue, où serait le président national en exil? Non, M. Denis Sassanga ne peut pas aller en exil. C'est un Congolais de père et de mère. Et par ça, puisque nous sommes aujourd'hui le 8 mars, je voudrais vraiment pas le remercier, mais je voudrais lui rendre hommage parce que c'est l'un des rares hommes politiques. Il n'est pas genré, mais il ne fait pas la différence. Il n'est pas champion de la masculinité positive. Non, lui, il n'est pas champion de la masculinité positive. Il n'est pas champion de la masculinité positive. Lui, par contre, il ne voit pas le genre. Il voit la compétence. Pour lui, tu es femme, tu es homme, ce n'est pas son problème. Lui, c'est le fait que tu sois compétent dans un travail et que lorsqu'il te donne un travail à faire et que tu le fais bien, pour lui, au fait, ce n'est pas le fait que tu sois homme ou femme. Donc, c'est vraiment l'hommage que je voudrais lui rendre parce que il y a eu plusieurs missions qu'on a eu à faire, il y a plusieurs travaux qu'on a eu à faire avec lui, des projets qui lui donnent vraiment cette valeur-là en tant qu'homme politique qui sait valoriser la femme. Donc, bref, l'envol, c'est... L'envol se porte très bien. Et attend qu'il y a son dialogue qui s'éloigne de plus en plus. Non, le dialogue, nous ne le commandons pas. Le dialogue, tout ce que nous voulions, c'était que par patriotisme, qu'il y ait ce consensus, qu'il y ait des acteurs politiques qui se mettent ensemble parce qu'il ne faudrait pas juste voir ce qui se passe actuellement. Il faudrait voir ce qui s'est passé depuis 1960, à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila père, à l'époque de Kabila fils et de M. Félix Tshisekedi, sachant que par rapport à d'autres pays de la sous-région et d'Afrique, dans sa totalité, la République démocratique du Congo ne décolle pas. Alors, nous devons nous mettre ensemble, parler et se demander, se poser des questions pour savoir pourquoi le pays n'avance pas, pourquoi le pays ne décolle pas, pourquoi la guerre à l'Est ne se termine pas. Il n'y a pas que la guerre à l'Est, il y a la guerre juste ici à nos portes, à Maluku, avec les Mobondo, à Mbakana et partout. Il y a de l'insécurité, même sur non mais madame, la guerre à l'Est, la guerre à l'Est, les lignes bougent. Aujourd'hui, l'accord, les accords que vous avez tant critiqués de Washington commencent à porter ses fruits. L'armée rwandaise a été sanctionnée sévèrement par les États-Unis d'Amérique. Je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que ces sanctions ont-ils abouti? Parce qu'on a, les États-Unis d'Amérique ont toujours sanctionné les acteurs politiques. Que ce soit ceux qui sont... l'armée, hein? Cette fois-ci, c'est l'armée. Non, mais... À cause de ton implication dans l'insécurité à l'Est du Congo. Les sanctions, oui. Oui. Les vraies questions que nous devrions nous poser étaient celles de savoir combien de territoires avons-nous reconquis depuis tout ce temps? Non, mais quel processus? Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez tomber malade. Aujourd'hui, par un coup de baguette magique, vous allez recouvrer votre santé. M. Félix Tshisekedi avait dit que nous avons une armée qui monte en puissance. N'est-ce pas? M. Félix Tshisekedi a dit que nous allons vivre, je pense, une révolution militaire. Il y aura des territoires qui seront récupérés et tout ça. Mais le processus, non, ça date depuis longtemps. Et M. Félix Tshisekedi a moins de 2 ans. Tout ce que nous disons, c'est que M. Félix Tshisekedi doit se dire, de la manière dont aujourd'hui ils sont en train de concocter un changement, soit dit de la Constitution, nous savons déjà que c'est parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. C'est parce qu'il veut avoir un 3e mandat. M. Félix Tshisekedi, lorsqu'on parle de sa soi-disant mission
en tant que président de la République. Là, nous c'est la savons rue, madame. que monsieur, tout ce qu'on compte à la rue, c'est en réalité. Nous voulons juste rappeler à M. Félix Tshisekedi que lorsque nous parlons de dialogue, c'est pas parce que nous commandons ce dialogue-là. C'est parce que par patriotisme, nous voulons que les choses marchent. Mais apparemment, alors, on en parle de moins en moins, madame. Vous l'avez remarqué, ces dialogues? Non, mais ce n'est pas un problème que M. Félix Tshisekedi veuille initier le dialogue ou pas. C'est à son avantage ou à son désavantage. Nous ne dirigeons pas. On vote personnellement, nous ne dirigeons pas. C'est M. Félix Tshisekedi qui dirige. M. Félix Tshisekedi n'aura pas ce dialogue pour retrouver une place au gouvernement. Nous avions été intéressés dans le gouvernement de l'Union nationale. Si nous avions envie de cette part de gâteau, nous serions partis. Non, là, vous parliez de 2000, vous parlez de 2021, c'est quelque chose qui était déjà passé. Et ce vice-ministère, ce n'est même pas M. Félix Tshisekedi qui avait donné à M. Delis Esanga que les gens sachent que c'était M. Katumbi. C'était M. Katumbi pour un remerciement ou pour leur sens d'amitié qu'ils avaient à l'époque. Ce n'était même pas par rapport à M. Félix Tshisekedi. Alors, tout ce que nous voulons dire, il reste moins de 2 ans à M. Félix Tshisekedi. En parlant de sa mission, M. Félix Tshisekedi n'a pas une mission. M. Félix Tshisekedi a un mandat qu'il avait commencé en 2018 et qui va se terminer en 2028. Et pendant ces moins de 2 ans qui lui restent, puisqu'il refuse d'aller au dialogue, il devra reconquérir les terres parce que c'est cela sa mission qui avait commencé en 2018 et qui va se terminer en 2028. Lui-même, il avait dit qu'il se considérait un piètre président de la République s'il n'arrivait pas à restaurer la paix en République démocratique du Congo. Son mandat est encore... Et jusque-là, il est en train d'échouer lamentablement à ses prérogatives en tant que président de la République. Le fait pour lui de refuser d'initier le dialogue, il en va de soi. Ce sont des bonnes guerres. Mais en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, à part le fait de pouvoir embrouiller les autres par rapport à la sortie médiatique de M. Bahati Lukwebo. Justement, on en parle. Ça. Bahati Lukwebo n'est pas n'importe qui, un haut cadre de l'Union sacrée, un proche du président de la République, 2e vice-président à la Chambre haute du Parlement. Face à une question du journaliste, il faut contextualiser ce qui s'est passé. Il répondait en fait à une question. Pour lui, il dit non, bon, il ne voit pas d'opportunité qui est changement, voire même révision de la Constitution, parce que les problèmes du Congo, ce n'est pas un problème textuel, c'est plutôt un problème anthropologique, c'est-à-dire un problème d'homme. Mais réponse du berger à la bergère, ce week-end, à la 10e rue, Kabouya a clairement répondu à Bahati, tranquillisez-vous, au Vanda Kimia, Toko touché Constitution. Mais moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est que M. Bahati Lukwebo aujourd'hui se retrouve dans la peau des opposants. Ah bon? Oui. Non, il a réfléchi. Hein? Et c'est très bien fait pour lui, parce que il doit maintenant vivre ce que nous avons l'habitude de vivre tous les jours. C'est que M. Bahati Lukwebo a dit. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité dans toute son intégralité. C'est tout ce que nous avons toujours dénoncé. Nous l'avions toujours dit, moi personnellement. Je l'ai toujours dit qu'en République démocratique du Congo, il y a un problème de manque de volonté politique. Il y a un problème d'homme. Il n'y a jamais eu un problème de texte. Parce que les textes, nous en avons. Les lois, nous les en avons. Mais le problème, c'est l'applicabilité de ces lois, l'applicabilité de ces textes. Et si M. Félix Tshisekedi veut changer la Constitution, qui n'est même pas prévue par cette même Constitution, alors ça voudrait dire que M. Félix Tshisekedi veut tout justement s'éterniser au pouvoir. Donc, et M. Autrement dit, cette Constitution nous dit à qui, madame? Nous allons partir, nos enfants vont partir, nos petits-enfants vont partir. Cette constitution nous lie à vie. C'est ça, c'est les États-Unis d'Amérique, avec leur constitution, il y a plus de 200 ans, font objet des révisions. Des amendements. Mais jamais de changement. C'est de la même manière. Moi, je pourrais même le dire que mon président, M. Delis Esanga, à un moment donné, avait fait des propositions par rapport
aux amendements de quelques articles de la Constitution, parce que c'est prévu par la Constitution. Si M. Félix Tshisekedi et l'Union sacrée se disent qu'il y a des articles qui doivent être révisés, puisque c'est constitutionnel, ils n'ont qu'à citer nommément ces articles, parce que toute œuvre est perfectible. On pourra, avec l'Assemblée nationale et le Sénat réuni en congrès, pouvoir le faire, parce que c'est constitutionnel et c'est dans la loi. Alors, si M. Félix Tshisekedi veut aujourd'hui changer la Constitution, et il tient, c'est parce qu'il se dit qu'au fait, il veut tout simplement s'éterniser au pouvoir, et nous ne laisserons jamais faire de la même manière que nous l'avions fait avec le sursaut national. Nous continuerons à le faire, et M. Félix Tshisekedi ne le fera jamais. Ce n'est pas un procès d'intention. Je pense que c'est quelque chose de réel qui se dessine malheureusement. Demi-heure chrono, c'est bon. Face à la caméra, Madame Dena Lunkunku, 60 secondes. En ce 8 mars, quel est ce message particulier que vous pouvez adresser à la femme congolaise qui nous suit en ce moment? Le message que je voudrais adresser à la femme congolaise, tout ce que je voudrais te dire, c'est que tu es une femme forte. Tu es une femme avec beaucoup d'ambition. Tu es une femme intelligente, tu es belle. Et ta beauté ne devra pas te servir pour des futilités. Ta beauté devra te servir pour pouvoir mettre en lumière ton savoir-faire. Aujourd'hui, la femme est celle qui doit se dire que par rapport à la parité, elle doit bien exactement mettre sa main dans la pâte et faire des choses grandioses qui peuvent aider notre pays, la République démocratique du Congo, à pouvoir avancer, et je vous encourage dans ce sens-là. C'était donc Madame Dena Lunkunku. Je rappelle que c'est une femme politique, femme mère, femme épouse aussi, porte-parole d'un parti de l'opposition en vol. C'était un réel plaisir de vous recevoir en ce 8 mars. À moi autant. Belle journée de droit des femmes en ce 8 mars, et à très vite pour une nouvelle édition des Faces à l'invité.